Et ces solutions de demain sont, à mes yeux, nécessairement des solutions qui doivent nous emmener vers cet urbanisme de la transformation. Et nous voici donc dans la troisième partie de cette émission Osons les sujets. Depuis le début de l'émission, nous avons évoqué notamment le contexte et les perspectives macroéconomiques et donc forcément les conditions qui s'imposeront au secteur HLM. Nous avons également échangé sur les enjeux autour du modèle économique HLM avec la présidente de l'Union sociale pour l'habitat qui était avec nous il y a encore quelques instants et le directeur des prêts de la Banque des Territoires évidemment qui est toujours avec nous. Et pour cette troisième partie, eh bien, nous allons nous pencher sur les dispositifs financiers que la Banque des Territoires vient d'annoncer au Congrès USH. Et le temps eh bien, que nos invités nous rejoignent sur ce plateau, installez-vous. Avant ça, eh bien, Costa Castrinadis, plus largement, finalement, quels sont les objectifs derrière ces différents dispositifs qu'on va évoquer avec nos invités qui s'installent? Alors, comme on est aujourd'hui confronté à une crise multifactorielle, le groupe Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, travaille à actionner tous les leviers pour pouvoir sortir de cette crise. Et notre guide en la matière, concernant le logement social, concernant vos préoccupations en tant que bailleurs sociaux, c'est vraiment l'étude perspective qui nous montre qu'il est absolument impératif qu'on travaille les deux axes, transformer, adapter le parc de logements sociaux existants et soutenir l'investissement en faveur de la production. Et c'est vraiment ce qui nous guide dans les mesures qu'on a pu mettre en place l'année passée et dans ces mesures nouvelles que nous sommes en train de déployer et sur lesquelles on va revenir plus en détail. Alors en effet, on va y revenir avec nos invités qui nous ont rejoints. Bienvenue à vous. On va vous présenter avant d'aller dans le vif du sujet. Hakim, vous êtes à nouveau avec nous. On va le rappeler, vous êtes directeur du développement à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Avec nous également Amaury Pinchon, vous êtes responsable logement social et réaménagement de la dette à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Et enfin, Marie Lossé, vous êtes responsable habitat spécifique direction des prêts à la Banque des Territoires. Et c'est donc eh bien avec Hakim qu'on va débuter. On va donc revenir sur ces dispositifs et on va débuter avec la rénovation. On le sait, il n'est pas toujours simple d'avoir une connaissance du patrimoine, à l'image par exemple de la priorisation des opérations à lancer. Alors Hakim, en 2023, vous annonciez ici même, souvenez-vous messieurs, dames, le lancement de Priorino Logement Social. Mais on sait que la data, c'est souvent des annonces et plus rarement des résultats. Alors justement, quels sont les résultats? Et surtout, un an après le lancement, peut-on continuer finalement à faire des annonces? Bien, écoutez Edwige, effectivement, le risque avec la data, c'est que parfois il y a des annonces et pas forcément de résultats en face. Mais en l'occurrence, Priorino Logement Social, c'est du concret. Et c'est surtout d'ores et déjà un succès. Ça a été ouvert au secteur HLM il y a 6 mois de cela. Et d'ores et déjà, les bailleurs sociaux s'en sont emparés et couvrent avec leur compte actif d'ores et déjà 65% du parc HLM. Alors vous vous en rappelez probablement, Priorino Logement Social, c'est un dispositif qui est mis gratuitement à la disposition des bailleurs sociaux. C'est assis sur 2000 gigaoctets de données, basé sur l'IA, mis en disposition par la Banque des Territoires en partenariat extrêmement fort avec l'Union sociale pour l'habitat, le ministère du Logement, Enedis et GRDF. Et peut-être pour faire deux incises alimentées par les questions qui nous sont régulièrement adressées par les bailleurs dans le contexte actuel, c'est un dispositif qui est déployé par des institutionnels d'envergure nationale et donc en l'occurrence, ça garantit la pérennité à long terme de ce dispositif. Ce n'est pas forcément le cas pour des dispositifs sur cette thématique. Et deuxième élément, eh bien, c'est déployé sur la plateforme de la Banque des Territoires et donc cela garantit un niveau de sécurité bancaire sur des données sensibles et on le sait dans le contexte actuel, c'est pas anodin du tout. Alors on l'a bien compris, le bilan est très positif et ça c'est une première bonne nouvelle. Mais alors, quelles sont les nouveautés un an après le lancement? Bien, je ne vous savais pas aussi pressé de les découvrir. Mais ils ont hâte derrière les écrans. Écoutez, comme vous le savez, Priorino Logement Social, le socle, c'est la mise à disposition automatique d'une vision de premier niveau sur le parc et les consommations énergétiques. Alors, il y a un mois de cela, lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, eh bien, on a annoncé 3 nouvelles fonctionnalités principales. Premier élément, la mise à disposition automatique et quasi en temps réel des diagnostics de performance énergétique de nouvelle génération, dès lors qu'ils sont disponibles dans l'API de l'ADEME. Et ça, c'est un changement total en termes de fluidification, d'échelle et de simplicité.
Deuxième fonctionnalité, alors ça paraît technique, mais sincèrement, c'est vraiment On va y aller, essentiel. C'est l'intégration en production, d'ores et déjà, du référentiel national du bâtiment, déployé par l'État avec un identifiant unique pour chaque bâtiment en France, et notamment portant du logement social. Et donc concrètement, ça permet quoi? Eh bien, aux bailleurs sociaux qui nous regardent, s'ils disposent eh bien, de données externes faisant référence à ce référentiel, eh bien, ça permet de croiser automatiquement eh bien, ces données. Donc c'est un changement total, un game changer comme on le dit souvent, en termes d'interopérabilité et d'approche plateforme de Prior Reno. Puis dernier élément, c'est l'un des axes phares de l'action 2024 en matière d'adaptation au changement climatique et de décarbonation. Et donc, en l'occurrence, depuis le congrès ESH, eh bien, nous mettons à disposition gratuitement sur l'ensemble du parc des bailleurs le potentiel d'installation photovoltaïque. C'est gratuit, c'est disponible. Et sur les prochaines semaines, il y aura l'intégration dans le dispositif des données relatives au risque littoral, au risque de retrait-gonflement argileux et prochainement eh bien, l'intégration des éléments liés au confort d'été. Donc tout pour faire un plan d'adaptation au changement climatique et donc dans le même temps la mise à disposition eh bien, de crédits d'ingénierie pour cofinancer ces plans et permettre l'intégration des données générées dans Prior Reno Logement Social. Et donc en rebond à votre question de départ, Prior Reno Logement Social, on avance vite, on avance concrètement et on innove. Alors, vous l'avez évoqué, hein, effectivement, il y a beaucoup d'exigences, évidemment, sur le quotidien. Et on imagine combien les bailleurs qui nous regardent doivent confirmer derrière les écrans. Vous en avez également des exigences, notamment concernant les garanties. Et là encore, il faut être honnête, ça fait pas mal tousser le secteur. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, effectivement, les garanties, c'est l'un des fondements du modèle. Alors, je ne reviendrai pas sur le fait que les garanties accordées par les collectivités, ça permet de disposer d'un élément tangible, d'alignement de la collectivité et de son projet de territoire par rapport à l'investissement qui est envisagé. Mais plus globalement, eh bien, cela permet, en disposant de ces garanties, eh bien, une réduction des fonds propres nécessaires et donc la capacité à mettre à disposition du secteur HLM des volumes massifs de financement, le tout dans des conditions tarifaires très intéressantes. Bon. Bien évidemment, on est tout à fait conscient des contraintes de trésorerie du secteur HLM, notamment liées au fait que nos prêts de long terme ne peuvent être versés qu'à compter de la mise à disposition de la garantie, et ça peut prendre un peu de temps. Et donc, sur la base de ces éléments, eh bien, en accord avec l'État, on vient de déployer récemment le nouveau prêt Duose dans le cadre d'une enveloppe de 5 milliards d'euros. Et c'est d'ores et déjà un succès, puisque à ce matin, on est à 1,8 milliard de signatures et bien davantage en matière d'engagement. Donc vous êtes en train de nous dire que vous auriez visé juste, rien que ça. Écoutez, le prêt du mais... rose, non, mais vous avez raison. En l'occurrence, premier élément, le prêt du rose, c'est un prêt de court terme qui est mis à disposition, pour le coup, sans garantie, en permettant eh bien, aux bailleurs sociaux de disposer de financement pour le logement social d'une part et pour le logement intermédiaire d'autre part, sous des délais extrêmement courts pour soutenir leur effort d'investissement. Et on le sait, dans le contexte actuel, c'est fondamental. Deuxième élément, c'est un prêt à l'opérateur. Et vous nous connaissez, eh bien, c'est assez exceptionnel. Et pour le coup, on est en plein dans notre rôle. Puis, dernier élément pour être succinct, c'est un prêt qui est in fine, à 1 ou 2 ans. C'est assis en termes de volume sur le PMT des bailleurs sociaux. Et puis, c'est un prêt qui est remboursé au fil de l'eau en fonction eh bien, du versement des crédits long terme pour reboucler avec le sujet des garanties. Et donc, nous sommes particulièrement heureux de noter que ce dispositif, qui a fait l'objet de remontées eh bien, de nos directions régionales, qui échangent, qui co-construisent eh bien, avec les bailleurs sociaux dans les territoires, ce dispositif eh bien, rencontre la demande et puis bénéficie d'un succès dont on se félicite collectivement. Alors justement, puisque vous parlez des clients, eh bien nos équipes sont allées les rencontrer sur le terrain. On va entendre notamment la directrice générale de la Société dauphinoise de l'habitat, qui est également présidente de l'Aura HLM. Patricia Dudonné revient sur ce nouveau prêt baptisé Duose, justement. Et puis on va entendre également la directrice régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, Barbara Falk. Écoutez.
Le prêt du Haut, c'est un prêt assez similaire aux autres prêts de fonds d'épargne de la Banque des Territoires, puisqu'on est bien sur du fonds d'épargne, sur un prêt qui est à destination des organismes de logement social, et puis c'est un prêt dont le taux est indexé sur le taux du livret A, donc 70 points de base pour le logement social et 140 points de base pour le logement intermédiaire. C'est un prêt de court terme, de 1 à 2 ans. C'est aussi un prêt très simple qui ne demande notamment pas de garantie. Donc c'est un prêt qu'on a mis en place pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, à la demande d'aujourd'hui et de manière très rapide et partenariale avec les organismes de logement social. Le prêt du Haut, c'est un prêt qui présente beaucoup d'avantages. Le premier, c'est la rapidité. Ça peut aller très vite. Entre le moment de la demande et le moment du versement, il peut se passer quelques semaines. C'est un prêt aussi qui a un taux très avantageux sur livret A et inférieur au marché actuel et avec un différé d'amortissement de 21 mois. Donc c'est simple, c'est rapide, ça répond à un besoin, même un besoin très important, avec un taux avantageux. Donc le prêt du Haut, c'est un prêt qui est tout à fait adapté à la situation particulière des années 2023 et 2024, c'est-à-dire celle de la réponse majeure des organismes de logements sociaux à la crise immobilière, puisque nous aidons les organismes de logement social à aller jusqu'au bout de ce creux de trésorerie, à le combler temporairement, jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place des financements de long terme. En 2024, on a signé un important prêt du Haut avec la Banque des Territoires pour nous permettre d'assurer le flux de trésorerie. Nous avons engagé énormément d'opérations qu'il convenait de financer essentiellement sur l'année 2024, de lancer les financements. Donc ce prêt du Haut à hauteur de 96 millions, ce qui est important, hein, on n'a jamais eu un prêt de trésorerie aussi important à la SDH, a été essentiel pour assurer nos engagements. L'avantage du prêt du Haut, c'est qu'effectivement, et de façon très exceptionnelle, la Banque des Territoires ne demande pas une garantie de collectivité sur ce prêt. Ça nous a permis d'enclencher très rapidement. En plus, il faut le reconnaître, hein, le taux, la mise en œuvre du prêt lui-même est très avantageux pour les bailleurs sociaux. J'ai déjà fait cet exercice de recommandation du prêt du Haut auprès de mes collègues parce que je considère effectivement que c'est une vraie opportunité pour nous parce que la trésorerie est un sujet pour les bailleurs sociaux, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Après, chacun est libre de sa stratégie financière, bien évidemment. On l'aura donc compris, 4 lettres qui constituent une solution efficace pour soutenir la construction nouvelle. Il s'agit donc du nouveau prêt du Haut. Allez, on va poursuivre avec un autre sujet, l'un des enjeux stratégiques des prochaines décennies. Il s'agit du parc existant. Alors, Amaury Pinchon, on le sait, l'un des enjeux de l'adaptation au changement climatique reste le ZAN, le zéro artificialisation nette. Face à cet enjeu, eh bien, quelles sont les solutions concrètes ? Alors justement, Emmanuel Cos l'a évoqué dans la séquence précédente. Nous proposons le dispositif seconde vie. Donc l'idée de seconde vie, en fait, c'est de réinjecter 50 ans de vie dans un bâtiment ancien. Donc ça permet en fait à la fois d'économiser du foncier et d'être plus performant en termes d'énergie ou de carbone. Voilà, en fait, on restructure tout, on garde juste le squelette, la structure et on refait tout. Donc on est sur un bâtiment qui un bâtiment qui retrouve les propriétés du neuf. Donc ça, c'est un dispositif qui a émergé il y a 3 ans. Il y a eu des discussions avec l'USH, avec l'État. On a lancé une expérimentation qui a été un succès, donc on a décidé de le pérenniser avec l'accord de l'État. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui a un certain coût. On sait que ça coûte cher de redonner les propriétés du neuf à des bâtiments anciens. Et du coup, en termes de financement, on a essayé d'associer le meilleur de la construction neuve avec le meilleur de la réhabilitation. Donc sur nos prêts que l'on distribue avec la Banque des Territoires, on propose un package avec à la fois notre éco-prêt, donc vous savez, c'est un prêt très bonifié qui est à destination des réhabilitations thermiques. Donc on le propose à sa quotité maximale de 33 000 € par logement. Et en complément, on va proposer des prêts équivalents au neuf, donc avec les mêmes tarifications que nos produits neufs et une maturité de 40 ans, donc ce qui est très important pour équilibrer les opérations. Et par ailleurs, avec les opérations seconde vie, le bailleur peut atteindre les loyers du neuf sur ces logements donc qui bénéficient de ces restructurations et également d'avantages fiscaux tels que la TVA à taux réduit et les exonérations de TFPB. Donc vous voyez, on essaye vraiment, on répond vraiment aux exigences du ZAN
tout en étant en ligne en fait, avec la stratégie nationale bas carbone. Alors d'accord pour finalement la seconde vie du bâti, mais finalement on le voit, hein, les enjeux se déplacent. Ils se déplacent notamment du côté de la transformation du bâti existant. Alors on pense par exemple à l'ampleur, hein, des surfaces de bureaux désormais désertées. Ces coûts de transformation sont très importants. Avez-vous des solutions pour ceux qui nous écoutent? Alors oui, c'est un enjeu qu'on a bien identifié au sein de la Banque des Territoires. Et c'est pourquoi on a décidé en fait d'orienter le reliquat que nous avions sur le prêt d'eau de bilan, qui est un prêt qui a été conçu avec Action Logement, vers la transformation de locaux ou de bureaux en logements sociaux. Alors c'est pareil, on sait que ce sont des opérations qui coûtent cher, hein, de reconfigurer ce type de locaux en logement. Et c'est pour ça que ce prêt d'eau de bilan, il a les caractéristiques parfaites pour répondre à cet enjeu. Donc il y a 2 phases, hein, dans ce prêt d'eau de bilan. Une première phase de 20 ans, pendant laquelle il n'y a pas de décaissement, parce qu'il n'y a pas d'amortissement et c'est un prêt à taux zéro, voilà, pas de charge d'intérêt. Et une seconde phase en fait, de 20 ans, où là on est sur un prêt plus classique, phase amortissable, une marge sur TLA de 60 points de base. Du coup, un prêt comme les bailleurs peuvent le connaître habituellement. On s'apprête à lancer justement un appel à manifestation d'intérêt très prochainement, au début d'année prochaine, voilà, et on compte sur tous les bailleurs qui nous regardent et les autres pour y répondre massivement. L'appel, en tout cas, est lancé. Alors, on comprend donc que vous orientez l'utilisation, hein, de ce reliquat de prêt d'eau bilan sur la transformation et non sur la construction neuve. En début d'émission, Costa Castrinidis évoquait notamment la nécessité de ne pas les opposer. Alors, qu'est-ce que vous répondez à monsieur le directeur? Vous avez tout à fait raison. Il y a bien sûr un besoin Bonne réponse. de relancer la construction de logements, hein. C'est pourquoi, en fait, le prêt d'eau de bilan dont je viens de vous parler, il conserve également sa thèse d'emploi d'origine, qui est de financer les opérations de construction neuve qui sont particulièrement ambitieuses d'un point de vue environnemental. Donc on va être en avance de phase sur la RE 2020, qui est la réglementation environnementale qui s'applique aux bâtiments neufs. Et en fait, sur les indicateurs qui mesurent les émissions de gaz à effet de serre pendant le cycle de vie du bâtiment, on sera sur le seuil 2028, alors qu'actuellement on est sur le seuil 2022, on va passer en seuil 2025. Donc vous voyez, on a toujours un petit coup d'avance à la Banque des Territoires. Alors un coup d'avance, certes, hein, mais on sait que la crise a cassé l'accession sociale, hein, finalement, à la propriété. Or, c'est aujourd'hui essentiel sur le plan social, essentiel également pour ne pas bloquer le parcours résidentiel dans le parc. Alors, Marie Losset, quelle solution vous apportez ? Alors depuis 2019, en effet, sous les effets conjugués de l'augmentation du prix des logements et de la remontée des taux des crédits immobiliers, on constate globalement un recul des flux de l'accession à la propriété. Alors ce constat, il s'observe sur tout le territoire, mais il est particulièrement important pour les ménages modestes. Et dans le même temps, certains territoires tendus, en zone dense, touristiques, connaissent le développement assez fort de résidences secondaires ou de meublés de tourisme qui viennent réduire d'autant l'offre de logements disponibles pour ces ménages qui travaillent sur ces territoires et qui légitimement souhaitent y vivre. C'est dans ce contexte que la Banque des Territoires, qui n'intervenait pas historiquement directement dans le financement de l'accession sociale, a souhaité accompagner le déploiement des montages en bail réel solidaire qui répondent bien à ces 2 objectifs, la solvabilisation des ménages d'un côté et puis la garantie d'une occupation sociale du logement dans le temps. Alors justement, puisque vous parlez du bail réel solidaire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout, quelle est l'intervention de la Banque des Territoires ? Alors oui, bien sûr, le bail réel solidaire, c'est un dispositif innovant qui vise à dissocier le foncier d'un côté, donc le terrain, du bâti, donc un appartement, une maison individuelle. Le propriétaire achète uniquement la partie bâtie, le terrain restant la propriété d'un organisme de foncier solidaire. C'est ces OFS que nous, on finance. Alors ce montage, il permet de réduire le coût d'acquisition de 25 à 40% en fonction des zones géographiques, ce qui n'est pas neutre pour permettre une acquisition pour les ménages les plus modestes. Alors, vous évoquiez donc des chiffres, des montagnes financiers, un cadre précis. C'est pas un peu complexe tout ça ? Alors si, bien sûr. Alors, j'en tombe de mon... Tout d'abord, l'intervention de la Banque des Territoires dans ce contexte a rappelé qu'elle est essentielle, puisque nous, on finance sur des prêts de très long terme, et c'est ce mécanisme de lissage de la charge foncière dans le temps qui est vraiment important dans le montage en BRS. Cependant, la complexité que vous évoquez, elle nous est aussi remontée par les bailleurs, les OFS. Et c'est dans ce cadre-là qu'à l'occasion du congrès HLM
de cette année, nous avons annoncé des évolutions qui visent à simplifier le dispositif. Alors ces évolutions, elles sont de deux ordres. Tout d'abord, le fait d'étendre nos financements à l'ensemble du territoire, sans condition de zonage. On s'est aperçu que même si c'était majoritairement un produit de zone tendue, c'était aussi un dispositif qui pouvait être pertinent dans des zones un peu moins, qui l'étaient un peu moins. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé sur nos process de manière à fluidifier l'instruction, donc en déconcentrant les décisions au plus proche des territoires via nos directions régionales, et puis en limitant le nombre de pièces de diligence qu'on demandait sur ce type d'instruction. D'où l'importance, effectivement, pour ceux qui nous regardent, de faire remonter les informations. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour vos réponses concrètes et de terrain. De nombreuses questions qui ont trouvé des réponses durant, évidemment, cette émission. Mais il en reste encore quelques questions qui attendent des éléments de réponse. Eh bien, on va y répondre. On l'a dit en effet, vous aviez le droit et le devoir même de poser des questions. Eh bien, c'est le cas et on vous en remercie. Costa, on va peut-être tout de suite démarrer sans plus tarder avec l'une des premières questions qui est donc notamment de pouvez-vous nous parler du financement du LLI, le logement locatif intermédiaire? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, tout d'abord, peut-être pour resituer notre rôle dans le financement du logement intermédiaire. Le financement du logement intermédiaire était une activité historique pour la Banque des Territoires, mais qui s'est vraiment développée depuis 2 ans, notamment dans le cadre des plans de soutien VEFA qui ont été lancés par certains groupes. Je pense notamment au groupe Action Logement, dont nous sommes partenaires, et également CDC Habitat. Mais c'est le cas de nombreux bailleurs sur l'ensemble du territoire qui sont venus en soutien du monde de la promotion immobilière avec des opérations qui, pour s'équilibrer, trouver un chemin plus facilement vers le logement intermédiaire que vers le logement social. Ça nous a permis, nous, d'accompagner ce mouvement avec une enveloppe très conséquente de financement dédié au logement intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le PLI, le pré-logement intermédiaire, avec l'appui du ministère de l'économie et des finances qui nous a donné la possibilité d'intervenir sur ce segment-là du marché. Nous sommes aujourd'hui devenus les principaux financeurs du logement intermédiaire au niveau national. Nous aurons probablement autour de 3,5 milliards de contrats signés de pré-logement intermédiaire en 2024. Donc c'est vraiment extrêmement conséquent. Et l'enjeu pour nous, c'est de poursuivre, de continuer à accompagner le développement de ce segment du logement intermédiaire, un segment tourné vers les classes moyennes, vers plutôt les grandes agglomérations où le marché locatif privé est aujourd'hui saturé et où le logement intermédiaire a toute sa place. C'est pour le monde HLM aussi une opportunité de diversification qui est coûteuse en fonds propres, il faut le rappeler, qui implique des méthodes de commercialisation et de revente souvent qui sont très différentes de ce qu'on fait à l'intérieur du SIEG, donc à l'intérieur du logement social régulé, mais qui peuvent permettre de régénérer les fonds propres à moyen terme pour ensuite réinvestir en faveur du logement social. Et c'est de ce point de vue-là important que le modèle du fonds d'épargne et la Banque des Territoires puissent continuer à soutenir ce dispositif. Nous sommes en discussion pour de nouvelles enveloppes 2025-2026 qui devraient être annoncées sous peu, et de manière à pouvoir vous accompagner dans vos projets de logement intermédiaire de manière durable avec ce produit dont les caractéristiques sont très adaptées à votre besoin. Une bonne nouvelle à venir. Donc allez, on va poursuivre peut-être avec une deuxième question que vous avez envoyée. Il s'agit de celle-ci. Donc quelle évolution du taux du TLA en 2025-2026? Et autant dire que c'est une question qui est revenue souvent. Alors il va nous falloir une réponse, Costa Castronadis. Oui, je ne suis effectivement pas très surpris d'avoir cette question. Alors je n'évoquerai pas 2026, mais c'est l'occasion de parler notamment du prochain jalon de fixation du taux du livret A qui se situe au 1er février 2025. Ça a été évoqué un peu plus tôt dans cette émission. Aujourd'hui, les deux grands composants qui constituent la formule du taux du livret A, à savoir l'inflation et les taux courts, l'ester, sont très bien orientés. Si la formule devait s'appliquer, elle pourrait engendrer une baisse de l'ordre de 50 points de base
comme Éric Lombard l'a récemment rappelé. C'est, je le rappelle, in fine, une décision qui revient au ministre de l'économie et des finances sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Et on sait que c'est un paramètre extrêmement structurant pour l'économie générale du monde HLM. La décision prise l'été dernier de geler le taux du livret A, l'été 2023, de geler le taux du livret A à 3%, a été très clairement une décision qui a eu un impact systémique. Ça a mis fin à une spirale haussière où le taux du livret A a été multiplié par 6 en 18 mois. C'était pas arrivé depuis le choc pétrolier des années 70. Et ça a permis au modèle du fonds d'épargne de retrouver une compétitivité extrêmement forte, extrêmement renforcée. Et ça s'est traduit dans nos financements, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de nos emprunteurs, les bailleurs sociaux, mais également les collectivités locales et les quelques opérateurs privés qu'on accompagne, sont extrêmement friands de pouvoir bénéficier pour soutenir leurs investissements de cette ressource très compétitive et très liquide. Merci beaucoup, Costa, pour ces réponses à vif. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission où chacun finalement a tenté de parler vrai avec de véritables réponses concrètes et du terrain. Beaucoup de sujets ont été évoqués. Alors, qu'est-ce qu'on garde finalement de ces 60 minutes, Costa Castrenidis? Alors, on garde de la confiance et de l'optimisme. Ouais. Ce sont des mots, je pense, importants dans la période actuelle. Ce que je retiens de cette émission, c'est la confiance qui nous lie au mouvement HLM, la confiance dans un modèle dont les fondamentaux sont solides et de la confiance dans notre capacité à innover collectivement. On a eu beaucoup d'exemples au cours de cette émission. La seconde vie des bâtiments, ça n'existait pas il y a 3 ans, ça devrait rentrer en vigueur l'année prochaine. L'approche d'intelligence artificielle sur Prioréno Logement Social qui devient un outil de référence pour l'ensemble des bailleurs et que nous avons co-construit. Le développement du bail réel solidaire qui est également, même s'il reste dans une échelle modeste, un élément de transformation notable. Et chacun de ces succès sont des succès en réalité partenariaux qui ont mobilisé plusieurs acteurs qui ont mis leur intelligence collective au travail pour trouver les solutions de demain. Et ces solutions de demain sont, à mes yeux, nécessairement des solutions qui doivent nous emmener vers cet urbanisme de la transformation, où on va plutôt s'occuper de la transformation des actifs existants, de l'adaptation des actifs qui existent pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Et pour conclure cette émission, j'aimerais adresser un remerciement extrêmement appuyé et chaleureux à l'ensemble des bailleurs qui nous ont suivis, bien évidemment, et aussi à l'ensemble des équipes qui œuvrent à leur côté au quotidien, et je pense notamment aux équipes des directions régionales de la Banque des Territoires qui sont vraiment à l'action pour pouvoir répondre aux besoins des bailleurs sociaux, les accompagner dans toutes ces grandes évolutions, tous ces grands défis de notre époque. Et c'est vraiment, je pense, en partant de ces territoires que nous allons trouver les voies et moyens de répondre durablement à cette crise. Merci beaucoup, on l'aura compris, de la confiance, des actions et surtout la force du collectif pour dessiner l'avenir. Merci beaucoup Costa Castrenidis d'avoir encore une fois joué le jeu des questions-réponses. Merci aussi à nos invités qui ont joué le jeu également et qui se sont succédés sur ce plateau. Et puis surtout, merci à vous d'être toujours aussi nombreux, voire toujours plus nombreux. C'est dire combien vous avez des questions et surtout, nous avons des réponses, des vraies réponses. L'émission est donc à retrouver sur la chaîne YouTube. Salut.